Magnus Carlsen est-il vraiment le meilleur joueur d'échecs du monde? Est-il carrément le meilleur joueur de tous les temps? Meilleur que Kasparov? Et quelles seraient mes chances, moi, de gagner contre lui? Il est très fréquent que dans le domaine des jeux, du sport et même aujourd'hui des jeux vidéo, on souhaite pouvoir comparer le niveau de joueurs qui ne se sont pas forcément déjà rencontrés, ou bien qu'on veuille établir un classement universel d'absolument tous les participants. Si on parle d'un sport avec une référence objective de performance comme mettons le saut à la perche, c'est facile, on peut facilement comparer le niveau de différents compétiteurs, même à travers le temps. Mais pour un sport ou un jeu qui fonctionne avec des matchs, des affrontements, comment on peut faire? Eh bien, c'est l'objectif de ce qu'on appelle le système ELO, une méthode mathématique qui attribue une sorte de note à chaque joueur censé refléter son niveau intrinsèque, et qui permet donc de comparer les chances de victoire respectives de deux joueurs, même s'ils ne se sont encore jamais rencontrés. Aujourd'hui, on va donc essayer de comprendre ce système de notation ELO et pourquoi il est utilisé maintenant sous différentes formes, aux échecs bien sûr, mais aussi dans le football, le e-sport comme à League of Legends, ou encore sur Tinder. Tout d'abord, ELO, E-L-O, ça n'est pas un acronyme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est le nom du physicien et joueur d'échecs Arpad ELO qui l'a développé dans les années 1960. Vous savez, peut-être qu'en français, on parle souvent de classement ELO, mais il faut réaliser que c'est un peu trompeur comme dénomination. Le but du système ELO n'est pas juste de classer des joueurs, premier, deuxième, etc., mais de les évaluer avec un score censé capturer leur niveau intrinsèque. C'est donc plus qu'un classement, c'est un système de notation. En anglais, on dit d'ailleurs plutôt ELO rating, ce qui capture bien cette nuance. Avec la notation ELO, on ne veut pas seulement dire qui est le plus fort, mais pouvoir juger de la différence de niveau de deux joueurs. On veut pouvoir estimer à quel point Magnus Carlsen est plus fort que moi aux échecs. Le système ELO est intéressant principalement quand on a une discipline où l'on s'affronte. Il y a des matchs dans lesquels à la fin, il y en a un qui gagne et un qui perd. Et même s'il existe des variantes, on va déjà essayer de comprendre comment ça fonctionne dans ce contexte simple. Imaginons donc que vous ayez un groupe de joueurs d'une discipline quelconque et que vous vouliez leur attribuer une notation qui soit le reflet de leur niveau intrinsèque. Comment vous feriez? Une solution classique, c'est d'organiser un championnat. Tout le monde affronte tout le monde, un point par victoire, et on voit combien chacun a de points à la fin. Simple sur le papier, mais pas très pratique quand on a beaucoup de joueurs. Au foot, c'est facile, en Ligue 1, on a 18 clubs, mais aux échecs, où on a plusieurs centaines de milliers de joueurs à comparer, on va pas faire un championnat géant où tout le monde affronte tout le monde. Au tennis professionnel, on a un système différent d'un championnat. C'est le classement ATP chez les hommes, WTA chez les femmes. On organise des tournois, et chaque tournoi rapporte des points en fonction de votre performance. Et les points d'un tournoi donné sont remis en jeu chaque année. Donc le classement est permanent. Le problème de ce type de système, c'est que comme les points sont liés aux participations dans les tournois, si vous jouez peu ou pas du tout une année, vous perdez tous vos points. Si Djokovic arrête complètement de faire des tournois pendant un an, il va tomber à zéro, ce qui ne va évidemment pas refléter son vrai niveau. Ce qu'on voudrait idéalement, c'est un système de notation qui soit évolutif, qui ajoute ou retire des points en fonction des victoires et des défaites, mais d'une façon qui ne dépende pas forcément de tournois ou de championnats précis. Un système de notation qui soit permanent et universel, et permette de comparer tout le monde, y compris moi et Magnus Carlsen. Pour explorer ensemble les options possibles et voir comment on a pu arriver au système ELO, j'ai préparé une petite simulation qui va nous permettre de faire des expériences. Imaginons que j'ai, disons, 40 joueurs et joueuses qui puissent s'affronter dans un sport ou un jeu quelconque. Moi j'ai codé un petit jeu pour les besoins de l'expérience, mais sa nature exacte n'a pas vraiment d'importance, et c'est tant mieux. On veut justement imaginer un système qui soit polyvalent et ne dépende pas des détails du jeu ou du sport considéré. La seule chose qu'il y a à savoir sur les règles de mon petit jeu, c'est que chaque fois que deux joueurs s'affrontent, il y en a un qui gagne et un qui perd, simple. Alors évidemment, j'ai doté mes joueurs de différents niveaux à ce jeu. Certains sont plus forts que d'autres. Attention, ça ne veut pas dire que dans un affrontement, le meilleur gagne toujours, non. Il y a, comme dans la vraie vie, une part d'aléa. Mais les niveaux relatifs de deux joueurs reflètent leurs chances respectives de gagner
au cours d'une confrontation. Alors pour que ce soit simple à visualiser, j'ai donné à tous mes joueurs fictifs des prénoms, et l'ordre alphabétique reflète leur niveau de jeu. La plus forte c'est Zoé, le plus faible c'est Adam, et pour donner un ordre de grandeur, si ces deux-là s'affrontent, Adam va gagner en moyenne seulement une fois sur 1000. Donc on a un groupe très étalé en niveau de jeu. Pour fixer les idées, voici un tableau qui représente les pourcentages de victoires si on les faisait s'affronter chacun un très grand nombre de fois. Par exemple, ici, on lit que si James affrontait Gabriel, il gagnerait dans 67% des cas en moyenne. Voilà, vous connaissez nos protagonistes virtuels, mais attention, le fait que le niveau soit lié au prénom, c'est évidemment juste pour nous aider à décoder et interpréter les résultats de nos essais. Pour notre système de notation, on va partir du principe qu'au départ, on ne sait absolument rien des niveaux respectifs de ces joueurs. Ils ont tous l'air a priori identiques, et on va chercher un système qui permette de les évaluer. Un des intérêts de cette petite simulation de jeu que j'ai créée, c'est qu'on est dans une situation bien contrôlée, où j'ai fait en sorte que les joueurs ne progressent pas. C'est-à-dire que leur niveau est constant dans les affrontements virtuels qu'on va organiser. Évidemment, dans la vraie vie, ce sera plus compliqué, puisqu'on peut progresser ou régresser, mais bon, commençons déjà par ce cas simple. Résumons ce qu'on souhaite. On veut un système de notation évolutive. Au départ, on ne connaît pas le niveau de nos joueurs, donc on leur donne tous la même notation initiale. Je vais créer des affrontements au hasard entre eux, pas un tournoi bien organisé, et on veut distribuer des points pour que les notations évoluent au cours des parties, et finissent, au bout d'un moment, par refléter leur vrai niveau. Alors commençons par l'idée la plus simple, on donne un point pour chaque victoire. Si je fais ça et que j'organise des affrontements au hasard dans mon groupe, voici l'évolution des notations au fur et à mesure des parties. Alors effectivement, les plus forts marquent des points plus vite que les autres, sans surprise. On a un système qui classe bien les joueurs, c'est sûr. Vous voyez que l'ordre correspond à l'ordre alphabétique et donc reflète correctement leur niveau intrinsèque. Le problème, c'est que le truc diverge complètement. À aucun moment, la notation d'un joueur ne se stabilise. Plus il y a de matchs, plus il y a de points distribués, on ne contrôle rien. Pour faire un tout petit peu mieux, on peut faire en sorte qu'à chaque partie, au lieu de donner juste un point au vainqueur et 0 au perdant, on donne un demi-point au vainqueur et on retire un demi-point au perdant. En moyenne, on ne distribue pas de points, mais c'est un transfert, on creuse l'écart entre les deux. Et voilà ce qu'on obtient. Dans le fond, ça change pas grand-chose. Si on démarre pour tout le monde avec un score de, mettons, 0, les bons joueurs augmentent leur notation aux dépens des moins bons, qui se retrouvent même avec un score négatif. Donc on a le même problème de divergence. Et puis c'est très facile de hacker un système comme celui-ci. Imaginez que David, qui est là au fond du classement, décide de ne plus affronter que Adam, le plus faible du groupe. Avec une stratégie comme ça, David pourra en quelque sorte vampiriser Adam et se faire plein de points sur son dos. Si c'était ça aux échecs, ça veut dire que n'importe qui pourrait accumuler plus de points que Magnus Carlsen en jouant de façon répétée contre un débutant. C'est un peu absurde. Ce qu'on veut, c'est un système où la notation d'un joueur finisse par converger vers une valeur qui reflète son véritable niveau intrinsèque. Vu que mes joueurs virtuels ne progressent pas, une fois que les notations sont établies, elles ne devraient rester à peu près stables. Et là, clairement, c'est pas le cas. On sent bien que ce qui ne va pas avec cette méthode, c'est que continuer à filer des points à un joueur bien classé pour le récompenser d'avoir battu un joueur très faible, ça n'est pas très cohérent, parce que c'était totalement prévisible. Et pareil dans l'autre sens, si un débutant perd contre le champion du monde, ça n'est pas une surprise, donc ça ne devrait pas franchement le pénaliser. En revanche, si un joueur classé plus faible bat son adversaire classé plus fort, là ça devrait donner lieu à pas mal de points, car ça signifie que ce joueur était plus fort que ce que sa notation actuelle suggérait, ou que l'autre était plus faible que prévu. Pour voir comment faire ça mathématiquement, imaginez deux joueurs que l'on pense être de niveau comparable. Ryan et Sophia, et disons qu'à un instant donné, ils ont le même classement, la même notation, mais qu'on ne soit pas sûr que ces notations soient très représentatives de leur véritable niveau. Et imaginons que ces deux-là s'affrontent sur 100 parties. S'ils ont effectivement un classement comparable, on s'attendrait à ce que chacun gagne en moyenne 50 parties sur les 100. Et si c'est effectivement ce qu'il se passe, on ne veut pas distribuer de points, c'est que les notations respectives étaient bonnes. Maintenant, si Ryan gagne, disons, 65 parties et Sophia seulement 35, là il se passe un truc. Ryan se révèle meilleur que prévu et Sophia moins bonne.
donc il faut ajuster leur notation. Une façon de mesurer ce qu'il s'est passé, c'est de comparer le nombre de parties gagnées avec ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ryan a gagné 65 parties au lieu de 50, il mérite donc en quelque sorte 15 points. Sofia n'en a gagné que 35, elle mérite de perdre 15 points. C'est l'écart entre la performance réelle et la performance attendue qui doit donner lieu à des ajustements de notation. Alors là, c'était le cas facile pour des joueurs de niveau comparable. Maintenant, généralisons au cas de deux joueurs ayant une notation initiale différente. Imaginons que Mia, qui a une notation de M, affronte Pierre, qui a une notation de P, et que sur 100 parties, Mia en gagne 60 et Pierre 40. Est-ce qu'on doit ajuster leur notation ? Eh bien, vous sentez que ça dépend des valeurs respectives de M et P. Un raisonnement simple, c'est de dire que la probabilité de victoire attendue de chacun devrait être proportionnelle à sa notation. Pour Mia, la probabilité de victoire devrait être M divisé par M plus P, et pour Pierre, P divisé par M plus P. Ça semble assez raisonnable comme formule, la somme fait 1, et chacun gagne proportionnellement à sa notation. Donc pour ajuster leurs points, il faut comparer les nombres de victoires constatées à ce qu'on aurait attendu théoriquement d'après cette formule. Et le cas échéant, distribuer des points en fonction de l'écart à cette prévision théorique. Prenons des cas concrets. Imaginons que Mia est un niveau de 300 et Pierre de 500. La probabilité théorique de victoire de Mia est de 300 divisé par 300 plus 500, c'est 37%. Et pour Pierre, c'est 63%. Donc sur les 100 parties, Mia aurait dû en gagner en théorie 37 et Pierre 63. Sauf qu'on a dit Mia en a gagné en fait 60. On lui donne donc l'écart, 60 moins 37, soit 23 points. Pierre n'en a gagné que 40, donc on lui retire l'écart, c'est-à-dire aussi 23 points. Dans mon exemple, le résultat de l'affrontement a été assez différent de ce que les notations initiales reflétaient, donc ces dernières ont été ajustées assez fortement en conséquence. À la prochaine partie, si leurs niveaux n'ont pas trop changé, les notations seront plus proches de leur performance réelle, jusqu'à finir par converger. Alors là, pour vous faire comprendre la logique, j'ai pris le cas où nos joueurs s'affrontaient 100 fois de suite. Mais on peut énoncer le principe général de cette méthode en l'appliquant même à une seule partie. Si deux adversaires ayant une notation préalable de A et B s'affrontent, on donne 1 point au vainqueur et 0 au vaincu, et on retranche la probabilité que chacun avait de gagner cette partie d'après les notations initiales. On retranche A sur A plus B pour le premier et B sur A plus B pour le second. On fait donc évoluer les notations des joueurs d'une façon liée à l'écart entre la performance réelle et la performance attendue. Sur une seule partie, évidemment, les notations vont toujours un peu bouger. Mais vous voyez que sur un grand nombre de parties, en moyenne, elles n'évoluent que si celles-ci ne reflétaient pas déjà le niveau réel des joueurs. En principe, le système devrait converger. Au bout d'un moment, les notations devraient se stabiliser. Pour le voir, on peut maintenant reprendre ma simulation et appliquer ce petit système. On voit que c'est pas mal. Au départ, on donne à tout le monde 100 points, et au fur et à mesure du temps et des parties, les notations finissent par évoluer et se stabiliser. C'est logique, quand les notations des joueurs reflètent leur niveau réel, on n'a plus d'évolution car chacun obtient des résultats conformes à son classement. Et c'est important de bien comprendre que cette évolution dans le temps qu'on voit là au départ ne représente pas une progression ou une régression des joueurs. On l'a dit, ici on part du principe que leur niveau réel ne change pas. Ce qu'on voit, c'est que le système de notation prend du temps pour converger. Ce qui est logique, leur niveau réel est inconnu au départ, on a mis 100 à tout le monde. Et la notation se construit peu à peu à partir des statistiques de victoire et de défaite. Avec ces notations qui convergent, vous voyez qu'on a un système bien meilleur. Si un joueur arrête de jouer quelque temps, sa notation va rester fixe. Il ne va donc pas significativement perdre par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que les notations ont convergé, elles reflètent vraiment les probabilités de victoire respectives. Prenons Riley et Owen. Si je regarde leur notation à la fin de la simulation, j'ai 252 pour Riley et 169 pour Owen. D'après ces notations, avec la formule théorique, Riley doit gagner dans environ 59% des cas. Or, dans mon tableau de probabilité initiale, je vois qu'effectivement, sur des affrontements répétés, il gagne dans 58% des cas. Ça veut dire que les notations respectives de ces deux-là, à la fin de la simulation, ont bien convergé vers des valeurs qui reflètent correctement leur niveau respectif.
Et ça marche même si je fais en sorte que ces deux-là ne se soient jamais rencontrés avant. Les notations respectives permettent de prédire les probabilités de l'issue d'un match. Et c'est normal que ça fonctionne comme ça, hein. On a conçu notre formule d'ajustement pour, de façon à ce que la probabilité de victoire soit proportionnelle à la notation de chacun. Donc c'est super, mais il y a quand même un léger souci avec ce système. C'est l'interprétation que l'on fait des écarts de niveau. Par exemple, Zoé a environ 100 points de plus que Ryan. Et si je les fais jouer l'un contre l'autre de façon répétée, je vais trouver que Zoé gagne dans environ 59% des cas. Et on voit que leurs notations sont bien raccord avec ça, hein. 370 pour Zoé, 270 pour Ryan. D'un autre côté, en bas de classement, Oliver a aussi 100 points de plus qu'Anna. Mais ses probabilités de victoire sont de 99%. Ce qui est logique, hein. Anna n'a qu'un point et Oliver environ 90. Donc là aussi, les notations reflètent bien les vraies probabilités de victoire. Donc avec notre idée que la notation soit telle que les probabilités de victoire soient proportionnelles à la notation, un écart de 100 points peut vouloir dire des choses très différentes en haut et en bas du classement. Et ça n'aide pas à l'interpréter. On peut donc essayer d'améliorer encore un peu la formule. Dans la procédure de distribution des points, au lieu de considérer que les probabilités théoriques de gagner sont données proportionnellement à la notation, on va considérer que c'est proportionnel à la puissance de la notation. Alors voici une formule qu'on peut utiliser pour la probabilité de victoire théorique de deux joueurs de niveau A et B. C'est le même principe qu'avant, mais je prends maintenant 2 puissance A et 2 puissance B. Et je choisis de diviser préalablement le niveau par 100. C'est un choix un peu arbitraire, je reviendrai dessus un peu plus tard. Cette fois, j'ai donné une notation de 1000 à tout le monde au début, et voici ce qu'on obtient pour l'évolution au cours du temps. On voit que ça s'étale entre un peu moins de 500 pour Anna et presque 1400 pour Zoé. Si je compare cette fois Zoé à Owen, ils ont un écart de 100 points, et si je les fais jouer l'un contre l'autre, je constate que les probabilités de victoire associées sont d'environ 70-30. Et en bas de classement, pour Christophe et Benjamin, une centaine de points d'écart également, on a aussi des probabilités de victoire autour de 70-30. Vous voyez qu'avec la petite modification introduite, on a un classement qui est mieux étalé, et surtout qu'on peut plus facilement interpréter. Un écart de 100 points entre deux joueurs, ça correspond à environ 2 chances sur 3 de victoire pour le plus fort, et 1 chance sur 3 pour le plus faible. Dans les paris sportifs, on désigne parfois cette situation en disant 2 contre 1. Le plus fort a 2 chances de l'emporter, le plus faible 1. C'est ce qu'on appelle la cote. 100 points d'écart avec cette formule, c'est une cote de 2 contre 1. Maintenant, si je prends deux joueurs avec 200 points d'écart, Isabella et Lucas, on a environ 80% de victoire pour Lucas et 20% pour Isabella. Ça correspond à une cote de 4 contre 1. Avec 300 points d'écart, c'est 8 contre 1, 400 points d'écart, 16 contre 1, etc. Vous voyez le motif, hein. À chaque fois qu'on ajoute 100 points, on double la cote. Et c'est parfaitement normal que ça fasse ça. On a choisi la formule d'ajustement pour ça. Dans ma formule d'ajustement de score, c'est le sens de mon 2 puissance le niveau divisé par 100. Cette formule fait qu'augmenter l'écart de 100 points correspond à un doublement de la cote. Alors dans ma formule, j'aurais pu prendre d'autres paramètres que 2 et 100, et on aurait eu des valeurs de notation différentes. Mais la structure du classement aurait été identique. Et c'est important de comprendre que les notations vont toujours converger vers un classement qui a les propriétés que l'on a mises dans la formule d'ajustement. Mais avec 2 et 100, ça donne une interprétation facile et un étalement sympathique des scores. Mais si j'avais pris 1000 au lieu de 100, le système de notation se serait naturellement ajusté pour que les notations s'étalent sur plusieurs milliers. On l'a dit, le système Elo a été inventé au départ pour les échecs, et il est aujourd'hui utilisé par la Fédération internationale pour évaluer pas loin de 500 000 joueurs et joueuses. Alors voici la distribution des notations fin 2023, qui s'étalait alors entre 1000 pour les débutants et un peu plus de 2800 pour Magnus Carlsen. La formule utilisée par la Fédération internationale d'échecs diffère légèrement de celle que je vous ai présentée. D'une part, au lieu d'avoir un écart de 100 qui reflète un facteur 2 dans les cotes, ils utilisent un écart de 400 pour un facteur 10. Bon, c'est assez proche, ça ne change pas la logique. L'autre différence plus intéressante, c'est qu'ils utilisent un facteur multiplicatif sur la formule d'ajustement. Ce facteur est noté traditionnellement K. Plus K est élevé, plus les ajustements à chaque match sont importants.
et donc plus les changements de notation seront rapides. Mais ça rend aussi les notations un peu plus instables. Dans ma simulation, j'avais pris k égale 1, et vous voyez qu'il fallait quelques milliers de parties pour que ça se stabilise. Mais voici ce qu'il se passe si je prends un facteur k égale 10. Cette fois, il suffit de quelques centaines de parties pour que la notation atteigne sa valeur réelle. Mais vous voyez qu'en contrepartie, les courbes sont beaucoup plus volatiles et instables, car le hasard d'une bonne ou d'une mauvaise série fait bouger pas mal les notations. En pratique, la fédération d'échecs utilise un facteur K plus élevé en début de carrière, 40 pour les débutants, de manière à ce que leur notation reflète leur progression. Mais à haut niveau, le coefficient diminue et n'est que de 10 chez les grands maîtres de façon à stabiliser un peu les classements. Les programmes informatiques d'échecs possèdent eux aussi un classement Elo, puisqu'on peut les faire s'affronter entre eux, mais aussi les confronter avec des humains pour fournir des points de comparaison. Actuellement, les meilleurs d'entre eux, comme Stockfish, possèdent des valeurs Elo supérieures à 3500. Alors, ça n'est pas évident à interpréter puisque c'est bien plus élevé que les humains, mais ça reflète l'idée qu'un grand maître international n'aurait en moyenne qu'une chance sur 100 de battre un de ces programmes. Aujourd'hui, le système Elo est utilisé dans bien d'autres disciplines, comme au football. Depuis 1997, il existait de façon non officielle un classement Elo des équipes nationales en parallèle du classement officiel de la FIFA. Et cette dernière a fini par adopter un système Elo en 2018 avec des paramètres un peu différents de ceux des échecs. Dans un autre genre, plus récemment, on a vu apparaître un site appelé Chatbot Arena qui classe les modèles de langage avec un système Elo. Pour faire s'affronter deux modèles, l'idée est simple, on propose deux réponses en aveugle à un utilisateur qui doit décider de sa préférée. Cela compte comme un match entre les deux chatbots et on ajuste leur notation Elo, ce qui permet de réaliser un classement permanent. Autre application du système Elo, le e-sport. Par exemple, le jeu vidéo League of Legends a utilisé pendant un temps une adaptation du principe du Elo, mais qui soit faite pour les configurations multijoueurs, puisque League of Legends c'est du 5 contre 5. Dans le e-sport, on continue d'ailleurs parfois de parler communément de Elo pour les notations des joueurs, même si les détails mathématiques des systèmes utilisés se sont éloignés des principes initiaux. Car, malgré sa simplicité, le système Elo a quand même quelques défauts. Par exemple, il n'y a pas de notion de fiabilité des notations. Or, on peut se douter qu'un joueur qui joue beaucoup et régulièrement aura une notation plus fiable qu'un joueur occasionnel. Pour refléter ça, différents algorithmes ont été imaginés, comme le TrueSkill, un système de classement breveté par Microsoft et utilisé dans certains jeux Xbox. Au-delà de ces disciplines, j'ai même lu qu'un principe de Elo aurait même été utilisé un temps par l'application de rencontre Tinder. Alors j'ai un peu du mal à voir comment ça fonctionne, faut trouver un moyen de réaliser des affrontements entre utilisateurs, mais enfin bon, pourquoi pas. Et qui sait, peut-être que sur Tinder, j'aurais eu mes chances pour battre Magnus Carlsen. Ouais, en fait, non, je crois même pas. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Rejoignez le serveur Discord de Sciences Étonnantes, le lien est en description. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.